Est-ce qu'on est bon? Tac, bienvenue. Bienvenue pour ce café graines de conscience. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce mardi matin, 9 heures. Bienvenue aux personnes qui, qui regarderont ce café, qui prendront ce café avec moi, avec nous en replay. Bienvenue à vous et n'hésitez pas toujours, même en replay, à faire un petit coucou pour signaler votre passage, à partager, à réagir, à commenter et je me ferai un plaisir toujours, même en replay, de vous répondre. Voilà, je vais attendre quelques instants que les personnes qui souhaitent être en live se connectent et puis je vais démarrer. Je vais essayer de tenir le timing. Vous me connaissez, j'ai toujours du mal, mais en même temps, je me dis que votre temps est précieux aussi et que le mardi matin, surtout pour les professionnels qui enchaînent derrière avec la session Zoom, eh bien, c'est un temps qui est consacré à cet espace, à vous aussi, mais à cet espace aussi. Et du coup, je souhaite on puisse faire en sorte que vous soyez à l'heure dans vos agendas. Voilà. Salut Karine, bienvenue à toi. Salut Bénédicte. Salut Magali, salut Marlène. Ah, Élodie, bienvenue pour ce premier café après notre échange d'hier. Salut Jean-François, salut Camille, salut Astrid. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bon, je vois qu'il y a des gens qui ont, peut-être les personnes nouvelles qui n'ont pas compris et qui sont dans la salle d'attente du Zoom. Je suis désolée, le Zoom, c'est après. Salut Maria. Alors, du coup, tac, je vais fermer parce que ça me gêne. Allez, on y va. Ah, il y a des coupures. J'allais dire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire s'il n'y a que Bénédicte qui rencontre des soucis ou si vous aussi? Est-ce que c'est isolé ou est-ce que ça vient de moi? Dites-moi, dites-moi, histoire que je ne démarre pas et que vous ayez un robot en face de vous. En tout cas, qu'il y a une voix de robot. Pas de souci, Jean-François. Est-ce que d'autres personnes peuvent? Maria non plus. Bon, alors, Bénédicte. OK. Bénédicte, ça doit venir de chez toi. Du coup, je vais te laisser régler ça. Magali, c'est impeccable. Astrid aussi. Bon, bah, Karine aussi. Parfait, parfait, parfait. Ah, tu as des soucis aussi, Élodie. Bon. Alors, Élodie et Bénédicte, peut-être que vous êtes dans le même coin. Je vais continuer si c'est OK. Du coup, un sujet waouh, qui va être difficile de traiter en 30 minutes, mais on va essayer, qui est sur l'influence d'être né après un avortement ou après une fausse couche. Alors, juste, je vous renvoie aussi au live qu'on avait fait, que j'avais fait le café de début décembre, le 6 décembre, qui portait sur l'importance de la place dans la fratrie. Donc, voilà, on avait parlé de toute l'influence que pouvait avoir le fait d'être l'aîné, d'être le cadet, d'être l'enfant du milieu. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis, je dois faire un live sur l'enfant unique, je l'ai toujours en tête. Voilà. C'est un sujet qui est intéressant. Alors déjà, c'est intéressant pour vous si vous êtes concerné, parce que ça arrive qu'on soit né après que notre mère ait fait une fausse couche, même si c'est des années avant, ou après qu'elle ait dû, pour des raisons qui lui sont propres ou pour des raisons médicales, procéder à un avortement. Donc ça, c'est important, voilà, si on est concerné, mais c'est aussi un sujet qui est important quand on accompagne. Et j'allais dire, quelles que soient les personnes qu'on accompagne. Si on accompagne des enfants ou des familles, qu'on est thérapeute pour enfants ou pour des familles, c'est un sujet qui est important parce que, eh bien, les avortements, les fausses couches, malheureusement, c'est assez fréquent. Les fausses couches, ça l'est de plus en plus. Et, et du coup, même quand on accompagne les enfants,
de savoir quelle est l'influence de ces événements sur l'enfant d'après ou les enfants d'après et sur leur construction, ça peut vous aider à accompagner mieux cet enfant et accompagner mieux la famille, les parents, parce qu'il peut y avoir des liens entre le comportement de l'enfant et puis le fait qu'il soit né après cette fausse couche ou cet avortement. Et quand je dis après, ce n'est pas forcément juste après, c'est après tout court. C'est important si vous êtes professionnel aussi qui travaille dans la périnatalité, puisque forcément, hein, vous avez ce genre de situation qui peut arriver, et puis des femmes aussi qui ont traversé une fausse couche ou un avortement pardon, par le passé. Et puis, c'est important pour les professionnels qui accompagnent les adultes, les professionnels qui sont en formation avec moi dans l'IB ou qui l'ont été, savent que voilà, quand on accompagne un adulte aussi en thérapie, eh bien, c'est important de comprendre et de savoir détecter qu'il y a des symptômes chez l'adulte qui peuvent nous alerter et qu'en retournant voir son histoire de vie, eh bien, on peut retrouver dans son histoire un avortement, une fausse couche qui l'a précédé et qui a une influence sur la manière dont il s'est construit et sur ce qu'il vit ou sur ce qu'il est ou sur sa personnalité en tant qu'adulte. Et le savoir permet, quand on a voilà, les outils pour, d'aller justement travailler dessus. Salut Christine, ravie de te retrouver sur ce café. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc là, forcément, de quoi on va parler? On va parler de vie intra-utérine et de mémoire intra-utérine, puisque le fœtus, quand il est dans le ventre de sa maman, il est en symbiose avec la mère, d'une part, mais aussi avec son environnement intra-utérin et même avec l'environnement extérieur. Le bébé, on va dire le bébé, même s'il est dans le ventre de sa maman encore, on pourrait parler de fœtus, mais après, ça dépend du stade. Le bébé, et là, je ne parle pas du bébé avorté ou du bébé qui va être l'objet d'une fausse couche, je parle vraiment de l'enfant qui est après. Salut Denise, bienvenue. Le bébé, il sent ce que sa maman respire, il sent ce que sa maman mange, ce que sa maman boit. Et d'ailleurs, des études ont montré que ça le rassurait de retrouver certaines odeurs, certains goûts après la naissance. Donc, le bébé, il réagit à son environnement aussi extérieur, hein. Il réagit au son, il réagit à la voix, il réagit au toucher aussi. C'est pour ça qu'on pratique aussi l'autonomie pour les femmes enceintes. Donc, le bébé ressent tout ça. Et même si les mémoires intra-utérines, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'études claires, affirmées, il n'y a pas de résultats scientifiques affirmés, mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, hein, des scientifiques, des psychanalystes, des psychothérapeutes, des psychologues, des psychiatres qui ont travaillé sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui est en cours d'exploration depuis un certain nombre d'années déjà, et il y a des études qui ont été faites. Et par exemple, il y a des chercheurs qui ont utilisé des techniques comme l'électroencéphalogramme pour, enfin l'électroencéphalographie plutôt, parce que du coup, on n'a pas accès directement au bébé, pour étudier en fait les réponses cérébrales du fœtus à différents stimuli extérieurs. Et donc, on a pu voir à travers ces études que le fœtus réagit. Bon, ça ne va pas trop vous étonner, mais ces études, elles ont montré aussi que le fœtus va réagir, en fait, enfin, le bébé va réagir quand il sera né et il va montrer des signes, en fait, de reconnaissance à certains stimuli qu'on lui aura appliqués quand il était dans le ventre de la maman, qu'on lui réapplique ou qu'on lui repropose, auquel on le réexpose quand il est né, et en fait, il va réagir, il va reconnaître ces stimuli. Donc, on voit bien que le bébé, même si on ne le voit pas, même s'il est dans le ventre, eh bien, il ressent en fait tout ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, le bébé, il ressent, enfin, le fœtus ressent
les émotions. Encore une fois, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais aujourd'hui, beaucoup s'accordent à le reconnaître. Et honnêtement, moi, je le vois dans ma pratique en thérapie. Oui, il y a des mémoires intra-utérines, c'est clair. Et quand on travaille dessus, on voit bien qu'il y a des libérations qui se passent. Donc, c'est bien qu'on est allé toucher au bon endroit. Donc, le bébé, le fœtus, ressent les émotions de sa maman. Ça veut dire qu'il ressent parce que vraiment, il fait comme partie d'elle. Et puis, il n'a pas à ce stade-là, il est vraiment dans son corps, dans ses cellules, dans du sensitif. Il est dans son cerveau reptilien aussi. Donc, il ressent tout. Ça veut dire que la maman, si elle est stressée, si elle est angoissée, si elle a de l'anxiété, si elle ressent de la peur, si elle est triste, si elle est dans la joie aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que du négatif, si elle est dans la joie ou si elle est dans la colère, qu'elle est dans la culpabilité, eh bien, ça va avoir un impact sur le fœtus qui va ressentir en fait ces émotions que ressent la maman. Et ce qui est important, c'est que ces émotions, en fait, il va ce qu'on appelle l'introjecter. L'introjecter, ça veut dire qu'en fait, il va l'intégrer, cette émotion, comme étant la sienne. Parce que comme il ne fait pas la différence entre lui et sa mère, il n'a pas du tout de niveau de conscience à ce stade-là, et puis même le bébé tout petit n'a pas cette notion de la séparation d'avec ses parents, mais en tous les cas, à ce stade-là, absolument pas. Donc le fœtus, en fait, peut introjecter les émotions de sa mère. Donc, ça veut dire qu'il va les intégrer comme étant les siennes. Et donc, il va ensuite se développer, grandir quand il sera né et puis enfant, avec ces émotions comme s'il les avait vécues. Donc, si sa mère ressent de la culpabilité, le fœtus peut introjecter de la culpabilité. Si sa mère ressent de la peur, le fœtus peut introjecter de la peur. Si sa mère ressent de la joie, le fœtus peut introjecter de la joie. Si sa mère ressent de l'anxiété, le fœtus peut ressentir de l'anxiété. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que ressent la mère, le fœtus le ressent, mais surtout, il l'intègre comme étant sa propre émotion. Et comme il est dans un stade où justement le cerveau limbique n'est pas développé, le cerveau émotionnel, mais qu'on est sur le cerveau reptilien, donc vraiment sur l'instinct de survie, les notions de sécurité, insécurité, sécurité, danger, eh bien en fait, il va amalgamer les deux. C'est-à-dire que une émotion va créer un sentiment d'insécurité qui va être figé dans son instinct de survie, en fait, dans son cerveau reptilien. Donc, les émotions de sa mère vont avoir un impact sur lui, sur son système nerveux et sur son sentiment de sécurité. Et d'ailleurs, hein, il y a des études aussi qui ont été menées sur les traumatismes précoces et qui ont montré que c'est des études qui ont montré hein, que les expériences négatives qui sont vécues par la mère pendant la grossesse, comme voilà, des expériences qui vont faire ressentir de la peur, de l'anxiété, du stress élevé ou même de la dépression avec de la tristesse, etc., eh bien, ces études montrent que ça a un impact sur le développement émotionnel et cognitif de l'enfant derrière. Salut Annie, pas de souci. Je ne sais pas si c'est toi qui as essayé de te connecter sur le Zoom. Le Zoom, c'est après, en fait. Je ne sais pas si c'était toi, Annie. J'ai vu Annie Aubert qui a voulu rentrer. Salut Maria. Salut Maria. Maria répond à Christine. N'importe quoi. C'est bien. Vous parlez entre vous, j'adore. Donc voilà, donc il y a des études qui ont montré ça. Donc vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que le fœtus va vraiment assimiler les émotions de la mère qu'il va intégrer, mais comme il est, lui, dans son cerveau reptilien, eh bien, il va l'associer à un sentiment de sécurité, insécurité. Le docteur Claude Imbert, je ne sais pas si vous le connaissez, le docteur Claude Imbert, c'est
c'est une personne qui est à l'origine de la sophroanalyse et notamment de la sophroanalyse axée sur les mémoires prénatales. Et elle a beaucoup travaillé dessus. Et Claude Imbert, elle a distingué notamment les empreintes négatives, les empreintes prénatales négatives des empreintes prénatales positives, que l'enfant soit désiré ou non désiré. Alors, on ne va pas aller regarder tout, hein, ça c'est des choses qui pourraient faire l'objet d'un certain temps. C'est des choses d'ailleurs qu'on voit dans la formation, mais l'idée là, c'est de parler vraiment du cas qui nous intéresse. Donc, une des catégories qu'elle a mis en évidence, c'est l'enfant qui arrive pour remplacer un enfant décédé. Alors, c'est vrai que le cas de la fausse couche, de l'avortement, est-ce que derrière, l'enfant est là pour remplacer? Pas forcément, mais en tout cas, l'enfant qui est le fœtus qui est mort avant a probablement un impact sur comment la maman va vivre sa grossesse. Si c'est un avortement qu'elle a été contrainte de pratiquer parce que, pour des raisons médicales, par exemple, voilà, ça peut être empreint de tristesse, d'injustice, peut-être aussi de culpabilité, parfois d'abandon aussi, parce qu'on se sent abandonné par le corps médical. Les personnes qui accompagnent les femmes dans ces situations-là, on voit bien que parfois le corps médical n'est pas très à l'écoute, n'est pas très en soutien psychologique pour ces femmes-là. Et puis, il y a les avortements qui sont pratiqués voilà, pour des raisons parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas avec la bonne personne, parce qu'il y a des problèmes financiers, parce qu'il y a une rupture, pour tout un tas de raisons personnelles qui vont engendrer derrière de la culpabilité et de la difficulté émotionnelle. Et les fausses couches, évidemment, hein, ce sont aussi des deuils à part entière, des deuils d'enfants, et puis parfois des deuils de plus que ça, parce que ça peut être deuxième, troisième, quatrième fausse couche. Il y a des femmes qui malheureusement le vivent beaucoup. Et tout ça, ça engendre des émotions. Et donc, Claude Imbert met en avant plusieurs catégories, on va dire, qu'elle classifie, mais notamment celle des enfants qui sont à naître pour remplacer un enfant décédé. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des empreintes négatives et des empreintes positives. Les empreintes négatives, donc après, c'est là que quand on accompagne, c'est à nous de voir aussi en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de ce qu'elle vit, de ses comportements, de ses schémas répétitifs, de ses réactions, de ce qu'elle ressent aussi, de ses émotions, où on se situe par rapport à ça. Dans le négatif, qu'est-ce qu'on retrouve dans les empreintes prénatales négatives? Eh bien, on peut retrouver la culpabilité du survivant, le fait d'être empreint de culpabilité parce que nous, on a survécu. Oh mon Dieu, survécu. Survie, j'adore. On a survécu. Ça peut être aussi la peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on ressent qu'il y a des attentes de la part, enfin le fœtus ressent qu'il y a des attentes sur lui, qui pèsent sur lui, des grosses attentes, carrément une attente de survie, hein, de vie. Et du coup, il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut engendrer aussi, s'il y a une surprotection parentale, ça va générer un étouffement affectif avec potentiellement un enfant qui va se placer dans le rôle du sauveur pour ses parents, pour sa mère notamment, s'il sent que, encore une fois, il y a beaucoup d'attentes sur lui et qu'il est comme là pour réparer quelque chose et que c'est lui qui va apporter la joie à sa maman. Ou au contraire, il peut aussi avoir un sentiment d'abandon, cet enfant, parce que s'il y a une surprotection parentale, par exemple, il peut quand même se sentir abandonné parce que finalement, ce qu'il va ressentir, c'est que ses parents n'ont pas fait le deuil et que ses parents, en fait, sont encore sur un autre enfant, finalement. Et finalement, cette surprotection, elle n'est pas parce qu'on l'aime lui, elle est parce qu'il y a un autre enfant en trame de fond, en lame de fond, et du coup, l'enfant le ressent et peut se sentir
abandonner. L'abandon, c'est pas forcément un abandon, vraiment matérialisé, ça peut être, ce type de situation. Et puis ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il y a des empreintes positives à ça. L'enfant peut développer des empreintes positives comme la fierté de donner du sens, à la vie de ses parents, d'apporter de la joie. Donc vous voyez qu'il peut à la fois ressentir une énorme attente qui fait que il va peut-être ne pas se sentir à la hauteur ou voilà, pas se sentir bien avec ça et en même temps, il peut aussi se sentir fier, parce qu'il a un rôle à jouer, parce qu'il donne du sens, parce qu'il apporte de la joie. Hem, Ça peut aussi aider dans l'affirmation de soi parce que, l'enfant ressent qu'il est, attendu, qu'il va être vraiment bien accueilli, que ses parents, sont vraiment dans la joie de l'accueillir à la vie, à la famille. Ça peut aussi donner quelqu'un qui va être très fédérateur, parce qu'il ressent, que cette grossesse peut-être va, permettre de ressouder le couple de ses parents. Alors ça peut avoir des aspects négatifs, hein, on l'a vu, notamment avec le syndrome de l'enfant sauveur, mais ça peut aussi avoir ce côté positif, cette empreinte positive de l'enfant qui va devenir un être fédérateur et peut-être un adulte qui aime fédérer autour de lui. Quand, on travaille sur les blessures émotionnelles, moi ce que je dis toujours, c'est que finalement nos plus grandes blessures sont aussi nos plus beaux cadeaux et nos grands leviers d'évolution et aussi nos grandes forces. C'est-à-dire que, quand on les transcende, quand on les guérit, même si elles sont jamais complètement guéries et qu'elles font toujours partie de nous, elles sont aussi, nos grandes forces. Heu et souvent quand on connaît l'histoire de gens impactants, dans l'histoire, on se rend compte que, il y a un lien entre leur histoire et puis, les combats qu'ils ont pu mener, ce qu'ils ont pu défendre, ce qu'ils ont pu créer, tout simplement. Donc voilà et puis, alors je vais regarder juste, les questions qu'il y a. Jean-François, faut-il travailler sur les ressentis avec sa mère pour s'assurer qu'elle a mal vécu ces événements en demandant au patient d'interroger sa mère. Dans mon cas, multiple fausse couche, un enfant mort quelques heures après l'accouchement. Waouh, d'accord. Alors oui, on peut demander à nos clients d'aller investiguer auprès de leur mère. Après, c'est pas toujours possible parce que parfois, on n'est plus en lien avec les parents ou parce que les parents sont décédés, parce que c'est des sujets où on sent qu'il y a un tabou, quelque chose voilà, de difficile à venir évoquer ou parce que, carrément la mère, va mettre un frein, en fait, à la discussion. Donc oui, on peut aller chercher ces éléments, ce qui facilite, en fait, avec le thérapeute ou l'accompagnant, le la mise en conscience en fait des choses parce que à partir du moment où nous, thérapeutes, on a les informations, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour la personne, mais c'est pas obligatoire. Moi, j'ai le cas régulièrement, et quand on travaille en état de conscience, augmenté, en fait, on a accès à notre inconscient. Nos clients ont accès à leur inconscient, ils ont accès à leur inconscient familial aussi. Donc, du coup, ça leur permet d'aller recontacter, des choses qui se sont passées dont ils n'ont pas conscience. Moi, j'ai le cas d'une cliente que j'ai accompagnée, c'est un exemple que je donne souvent, qui, qui venait pour des problématiques de poids, en fait, de surpoids, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser et même quand elle faisait, voilà, attention, puis elle faisait globalement plutôt attention, elle n'arrivait pas à maigrir. Et on a travaillé et cetera et puis à un moment donné, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais j'ai tilté et j'ai compris que, quand sa mère était enceinte d'elle, en fait, sa mère, elle était que je dise pas de bêtises, je donne souvent beaucoup d'exemples alors que je m'embrouille pas dans les exemples que je vous prends, mais sa mère était allée passer une échographie, la première échographie et à l'échographie, la sage-femme lui a dit: «Écoutez, on est désolé, mais vous avez un œuf clair, l'œuf est vide, il va falloir faire un curetage». La maman est repartie avec cette conviction profonde que c'était pas possible. Alors
Est-ce qu'elle le ressentait? Est-ce qu'elle ne voulait pas y croire? J'en sais rien. Dans tous les cas, elle n'y croyait pas, elle ne voulait pas y croire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je ne sais pas quand c'était, il y a eu une grève des sages-femmes ou des infirmiers qui a fait que le curetage, elle n'a pas pu le faire. Il a fallu qu'elle attende un petit peu. Donc, elle est retournée, du coup, comme elle a attendu, elle est retournée faire une échographie. Et quand elle est retournée faire une échographie, on lui a dit, mais en fait, il n'y a pas du tout, il y a bien un bébé, hein, il y a des battements de cœur, il n'y a pas, enfin, il y a pas un œuf clair, il y a vraiment, il y a vraiment un fœtus qui est en train de se développer. Donc, et ça, c'était ma cliente, en fait, qui était concernée, qui était là dans le ventre de sa mère. Donc, elle avait failli être retirée du ventre de sa mère, finalement, être avortée, alors elle était bien là, elle était vivante, mais parce on avait cru qu'elle était vide, qu'elle était un œuf clair. Et en fait, en état de conscience augmenté, on est allé retourner dans cette vie intra-utérine pour lui faire ressentir à nouveau et reconnecter à ça. Et là, en fait, quand on est retourné au moment de la première échographie, elle m'a dit: j'ai envie de crier, j'ai envie de bouger, et cetera. Et du coup, je lui ai dit: «Bah, allez-y, dites-moi qu'est-ce que vous avez envie de dire?» Et elle s'est mise à gesticuler avec les bras en disant: «J'ai envie de crier, mais regardez, je suis là, regardez, je suis là, regardez, je suis là». Et là, elle a compris en fait qu'en fait son corps avait décidé d'être gros pour qu'on la voie. Parce qu'elle avait associé le fait d'être petite avec le fait de mourir et que du coup, c'était en étant visible, bien visible, elle était sûre de rester en vie. Et du coup, on est allé travailler là-dessus. Donc tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir exactement tout parce que tu peux retrouver en fait les choses. Heu, L'autre jour, une stagiaire de la formation, quand on a fait, une journée de pratique, bah, elle a reconnecté en travaillant sur des alors pas sur une mémoire intra-utérine, mais sur du transgénérationnel et puis quelques jours après, elle a découvert qu'en fait, ce qu'elle avait rencontré sur son dans son expérience avec, l'autre stagiaire qui l'avait guidée et bien du coup, c'était quelque chose qui était vraiment en lien avec son histoire familiale dont elle n'avait absolument pas connaissance. Donc on a vraiment accès à tout ça dans ces états de conscience-là. Hem Et du coup aussi ces événements-là, être né après un avortement, une fausse couche et bien, ça peut aussi, comment dire? Engrammer chez l'enfant, le driver soit fort. Alors ça a un côté positif parce que le driver soit fort, ça amène quelqu'un à souvent être indépendant, être plutôt solide, fort justement face aux événements de la vie, à être débrouillard aussi, mais ça a aussi des côtés négatifs ce driver-là puisque, du coup ça donne des personnes qui souvent vont être coupées de leurs besoins, de leurs émotions, justement pour être forts, qui vont aussi être coupés des ressources des autres, qui vont pas voir que les autres ont des ressources parce que justement, c'est eux qui sont forts, et puis qui vont avoir tendance à s'isoler. Mais du coup, le driver soit fort peut être très présent chez les enfants, qui suivent un avortement, une fausse couche. Pourquoi? Bah, parce que la mère, en fait, elle vit sa grossesse avec, parfois la peur de perdre cet enfant à nouveau. Et du coup, l'enfant le ressent. Il ressent qu'il y a une attente sur lui qui est de résister, d'être costaud, d'être en bonne santé, qui va ressentir qu'on a peur qu'il meure. Donc, ça peut aussi donner des personnes qui vont avoir plus que d'autres peur de la mort, par exemple, parce qu'ils auront ils auront grandi à l'état intra-utérin pendant, quasiment 9 mois avec cette sorte de peur permanente, de mourir qui vient pas d'eux, mais qui vient de la maman. Sans compter et alors ça, il y a rien qui le prouve, mais des questions se posent sur le fait que, bah, tout simplement, il y a selon aussi, depuis combien de temps, enfin combien de temps se sont écoulés entre, la grossesse d'un enfant et l'avortement ou la fausse couche d'avant, mais que, probablement que dans la matière, restent
cette énergie, l'énergie du décès, l'énergie de la mort, peut-être l'énergie de la violence s'il y a eu un avortement, que potentiellement le fœtus qui passe derrière peut ressentir avec le fait plaisir. Ouais, ouais, ben, c'est pas étonnant. Et c'est vrai que ça, c'est impactant. C'est impactant et, et voilà. Et ce qui est du coup paradoxal, c'est que l'enfant peut se sentir à la fois du coup avec ce driver soit fort, fort, mais en même temps avec en arrière-fond en fait je suis faible parce que ma mère me couvre, ma mère a peur pour moi, etc. Et du coup, il est dans ce truc où je suis fort, mais en fait je suis hyper vulnérable, ce qui n'est pas du tout confortable, quoi. Il y a une sorte de driver qui vient se mélanger avec une croyance contradictoire. Et puis, une autre chose dont je voulais rapidement parler, puis on va avoir fini, donc je vais être dans les temps. Je fais tomber mon téléphone, vous ne le voyez pas, vous me voyez tomber. C'est aussi de regarder le transgénérationnel, de regarder si ça ne s'inscrit pas, en fait, ce scénario, dans un schéma transgénérationnel. Parce que c'est intéressant d'aller voir aussi, peut-être, si l'enfant qui est né après est porteur de quelque chose qui se rejoue. S'il y a déjà eu par le passé dans la famille les mêmes configurations, fausse couche, avortement, un enfant qui suit, garçon, fille, qu'on revoit un peu les mêmes similitudes, ça peut être intéressant d'aller travailler ça, le transgénérationnel, pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se rejoue en fait, alors au niveau familial, mais surtout au niveau de l'enfant, pour pouvoir justement sortir de loyauté familiale qui vont être basées sur de la reproduction. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre juste quelques minutes avant de se quitter sur ce sujet-là, ou si vous avez des remarques. Mais c'est vraiment un sujet passionnant. Je pense que voilà, tout ce qui est intra-utérin, en accompagnement, en thérapie, peu de gens vont sur ce terrain-là parce que justement, ce n'est pas du connu. C'est pas quelque chose de conscient, et pourtant il se passe des choses extraordinaires quand on travaille sur cet aspect-là. Alors il se passe des choses extraordinaires en termes de libération, mais aussi en termes de justement de mise en conscience. Et moi, ceux qui me suivent depuis un moment, vous me connaissez, la mise en conscience, c'est fondamental. Je crois que l'être humain a besoin de sens, qu'on on a un mental, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui, beaucoup de thérapies vont comme diaboliser le mental, mais le mental est présent, le mental est important, et on a besoin de comprendre aussi ce sur quoi on travaille. Et je crois que le comprendre et le trouver, enfin j'en suis persuadée, c'est justement ce qui fait qu'on s'en libère. Parce que, et c'est là que je vois des limites à notamment l'hypnose ericksonienne, parce que la personne ne comprend pas forcément ce sur quoi elle travaille. Pour l'avortement, on a ces 2 drivers aussi. Alors, on n'a pas c'est pas systématique, car il n'y a jamais de situation qui entraîne quelque chose de systématique. Parce que chaque enfant est différent, et va filtrer en fait les informations différemment. Donc, tu n'as pas forcément, c'est pour ça que souvent, enfin, dans la formation, je répète beaucoup aux personnes qui se forment avec moi sur les blessures et sur l'enfant intérieur que quelque part, le nom des blessures, on s'en fiche. Parce que des enfants qui vivent la même chose, même au sein d'une même fratrie, eh bien, ils ne vont pas forcément avoir la même blessure parce qu'ils ne vont pas filtrer les informations de la même manière, ils ne vont pas poser les mêmes émotions dessus, ils ne vont pas les ressentir pareil. Donc, il n'y a pas forcément des drivers systématiques, c'est une possibilité. Mais oui, pour l'avortement aussi, parce que si l'enfant ressent qu'il est dans un environnement dangereux ou qu'il ressent qu'il s'est passé quelque chose, moi j'irais même jusqu'à dire, et peut-être que ça interpellera certains, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça, moi j'irais même jusqu'à dire que le bébé peut ressentir, pour moi, l'inconscient familial
est important. C'est-à-dire qu'on est tous reliés au sein d'une même famille. Par notre inconscient, on sait ce qui s'est passé. On sait qui a fait quoi, on sait, on connaît. C'est quelque part à l'intérieur de nous, dans des zones qui sont parfois difficiles d'accès, mais c'est là. Donc moi, je crois qu'un enfant qui arrive après un avortement ressent que, par exemple, sa mère a pris la décision de mettre fin à la vie d'un enfant avant lui. Et donc, je pense que oui, ça peut du coup engendrer ce soi fort parce qu'il va falloir il va falloir que que je me batte pour pas que ma mère, enfin, il va falloir que je sois fort peut-être, il va falloir que je sois ci, ça, pour pas que ma mère ait envie de faire la même chose avec moi. Donc oui, pour moi, c'est important. Comment couper avec les ressentis? Alors, j'ai pas, je sais pas de quoi tu parles, Denise, si tu peux préciser ta question. Hem, Comment couper avec les ressentis? En fait, comment se libérer de ça? Comment libérer un adulte de ça? Eh bien, en allant, revisiter, en fait, l'histoire et en retravaillant dessus, en état de conscience modifié notamment. Parfois, juste le fait d'avoir mis le doigt de manière précise est libérateur en soi et d'ailleurs très souvent, hein, ce que je dis, c'est que ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à se libérer de choses qu'elle a vécues, de blessures notamment, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas mis le doigt encore précisément, de manière chirurgicale sur ce qui crée ce blocage aujourd'hui dans sa vie. Elle tourne autour, elle a une idée, elle a dit: «OK, j'ai vécu ça, j'ai une blessure de ci, de ça», mais tant qu'elle n'a pas mis le doigt précisément, ça va être compliqué de sortir. Christine, tu dis: «C'est intéressant ta remarque sur l'hypnose ericksonienne. Moi, j'aime la sophro aussi car elle permet de mettre en conscience et de rendre la personne actrice de son changement». Oui, après, l'hypnose ericksonienne fonctionne. Le truc, c'est que la personne dans la majorité des cas, ne sait pas sur quoi elle travaille et elle ne travaille pas elle. C'est le thérapeute, en fait, qui travaille. En hypnose humaniste, celle qu'on utilise, Christine, dans la formation, tu le sais, c'est justement une hypnose en conscience. Donc, c'est la personne qui travaille. Ce n'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il guide, mais ce n'est pas lui qui travaille. Et c'est la personne qui trouve ses propres solutions. Donc, ça change tout pour moi. Ou même si ça a eu lieu avant avec l'enfant suivant. Tout. Bah, ça ne peut pas avoir eu lieu avec l'enfant suivant si l'enfant est né, enfin, si l'enfant suivant, c'est un avortement, une fausse couche, ça a pas d'impact sur, en tout cas, la mémoire intra-utérine, de l'enfant qui est déjà né. Karine, tu as constellé sur ça pour ta place dans la fratrie, ça te parle, le soi fort? Mmh. Oui, libérer les ressentis dans l'utérus. Ouais, on peut, Denise. Il faut retourner en fait, bah, au niveau intra-utérin et puis venir, guérir en fait cette partie de soi. Sylvie, tu dis: «L'essence commence à fonctionner à compter de la 4e semaine, donc le fœtus ressent». Oui et même il ressent parce qu'avant ça, dès les premières heures, ce sont des cellules et les cellules, sont constituées d'énergie et sont constituées d'eau. Et on sait aujourd'hui que, bah, l'énergie, il y a de l'information qui circule, que l'eau, il y a de l'information qui circule et qu'il y a une mémoire. Donc, même si on n'est plus, même si on n'est pas encore, dans ce stade, du sens enfin, des sens comme tu dis, Sylvie, de toute façon, ce qui se passe a un impact sur, l'embryon en fait, et sur ce qu'il intègre comme information. Mais, ouais, merci de le préciser. Oui, alors tout à fait, Julia. Ouais, ouais, ouais. Non, pas en intra-utérin, mais dans le développement inconscient de la petite enfance. Ah bah, c'est sûr un enfant qui vit, heu, dans un environnement familial où il se passe un avortement ou une fausse couche, ça va avoir un impact, sur lui. Moi, je le vois régulièrement, quand j'accompagne, des personnes, hein. C'est clair que, si la maman a vécu, une fausse couche ou un avortement après, ça a un impact selon déjà comment la maman va le vivre
et puis comment l'enfant va le ressentir. Est-ce que ça va lui être caché, pas caché? Est-ce qu'il va se sentir, si la maman, elle devient dépressive ou qu'elle n'est pas bien, ou même si c'est juste un temps, quel rôle il va prendre dans tout ça? Parce que l'enfant sauveur est très facilement activé. Donc ouais, ça va avoir un impact effectivement, Julia. OK, on va s'arrêter là. J'avais dit qu'on essayait d'être à l'heure. Donc pour les professionnels qui ont envie, on se retrouve sur Zoom dans un instant, donc pour une session de mentoring, supervision, d'échange entre pairs sur le sujet. Et puis pour les autres, eh bien, je serais ravie de vous retrouver dans 15 jours. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!